Bonjour à tous et bienvenue pour la seconde partie de La Peste d'Albert Camus. Si vous êtes prêts, enfilez vos écouteurs et c'est parti. Il appela sa femme par son prénom, et quand elle se retourna, il vit que son visage était couvert de larmes. « Non, dit-il doucement. » Sous les larmes, le sourire revint, un peu crispé. Elle respira profondément. « Va-t'en, tout ira bien. » Il la serra contre lui, et sur le quai maintenant, de l'autre côté de la vitre, il ne voyait plus que son sourire. « Je t'en prie, dit-il, veille sur toi. » Mais elle ne pouvait pas l'entendre. Près de la sortie, sur le quai de la gare, Rieux heurta M. Othon, le juge d'instruction qui tenait son petit garçon par la main. Le docteur lui demanda s'il partait en voyage. M. Othon, long et noir et qui ressemblait moitié à ce qu'on appelait autrefois un homme du monde, moitié à un croque-mort, répondit d'une voix aimable mais brève. « J'attends madame Othon, qui est allée présenter ses respects à ma famille. » La locomotive siffla. « Les rats, dit le juge. » Rieux eut un mouvement dans la direction du train, mais se retourna vers la sortie. « Oui, dit-il, ce n'est rien. » Tout ce qu'il retint de ce moment fut le passage d'un homme d'équipe qui portait sous le bras une caisse pleine de rats morts. L'après-midi du même jour, au début de sa consultation, Rieux reçut un jeune homme dont on lui dit qu'il était journaliste et qu'il était déjà venu le matin. Il s'appelait Raymond Rambert. Court de taille, les épaules épaisses, le visage décidé, les yeux clairs et intelligents, Rambert portait des habits de coupe sportive et semblait à l'aise dans la vie. Il alla droit au but. Il enquêtait pour un grand journal de Paris sur les conditions de vie des Arabes et voulait des renseignements sur leur état sanitaire. Rieux lui dit que cet état n'était pas bon, mais il voulait savoir, avant d'aller plus loin, si le journaliste pouvait dire la vérité. « Certes, dit l'autre. »« Je veux dire, pouvez-vous porter condamnation totale ?»« Totale non, il faut bien le dire, mais je suppose que cette condamnation serait sans fondement. » Doucement, Rieux dit qu'en effet, une pareille condamnation serait sans fondement, mais qu'en posant cette question, il cherchait seulement à savoir si le témoignage de Rambert pouvait ou non être sans réserve. « Je n'admets que les témoignages sans réserve, je ne soutiendrai donc pas le vôtre de mes renseignements. »« C'est le langage de Saint-Just, dit le journaliste en souriant. Rieux dit, sans élever le ton, qu'il n'en savait rien, mais que c'était le langage d'un homme lassé du monde où il vivait, ayant pourtant le goût de ses semblables et décidé à refuser pour sa part l'injustice et les concessions. Rambert, le cou dans les épaules, regardait le docteur. « Je crois que je vous comprends, dit-il enfin en se levant. Le docteur l'accompagnait vers la porte. « Je vous remercie de prendre les choses ainsi. » Rambert parut impatienté. « Oui, dit-il, je comprends, pardonnez-moi ce dérangement. » Le docteur lui serra la main et lui dit qu'il y aurait un curieux reportage à faire sur la quantité de rats morts qu'on trouvait dans la ville en ce moment. « Ah !» s'exclama Rambert, « cela m'intéresse. » À 17 heures, comme il sortait pour de nouvelles visites, le docteur croisa dans l'escalier un homme encore jeune, à la silhouette lourde, au visage massif et creusé, barré d'épais sourcils. Il l'avait rencontré quelquefois chez les danseurs espagnols qui habitaient le dernier étage de son immeuble. Jean Tarrou fumait une cigarette avec application, en contemplant les dernières convulsions d'un rat qui crevait sur une marche à ses pieds. Il leva sur le docteur le regard calme et un peu appuyé de ses yeux gris, lui dit bonjour et ajouta que cette apparition de rat était une curieuse chose. « Oui, dit Rieux, mais qui finit par être agaçante. »« Dans un sens, docteur, dans un sens seulement. Nous n'avons jamais rien vu de semblable, voilà tout. Mais je trouve cela intéressant, oui, positivement intéressant. » Tarrou passa la main sur ses cheveux pour les rejeter en arrière, regarda de nouveau le rat maintenant immobile, puis sourit à Rieux. « Mais en somme, docteur, c'est surtout l'affaire du concierge. » Justement, le docteur trouva le concierge devant la maison, adossé au mur près de l'entrée, une expression de lassitude sur son visage d'ordinaire congestionné. « Oui, je sais, dit le vieux Michel à Rieux qui lui signalait la nouvelle découverte. « C'est par 2 ou 3 qu'on les trouve maintenant. Mais c'est la même chose dans les autres maisons. » Il paraissait abattu et saucieux. Il se frottait le cou d'un geste machinal. Rieux lui demanda comment il se portait. Le concierge ne pouvait pas dire bien entendu que ça n'allait pas. Seulement, il se sentait pas vraiment dans son assiette. À son avis, c'était le moral qui travaillait. Ces rats lui avaient donné un coup, et tout irait beaucoup mieux quand ils auraient disparu.
Mais le lendemain matin, 18 avril, le docteur qui ramenait sa mère de la gare trouva M. Michel avec une mine encore plus creusée. De la cave au grenier, une dizaine de rats jonchaient les escaliers. Les poubelles des maisons voisines en étaient pleines. La mère du docteur apprit la nouvelle sans s'étonner. « Ce sont des choses qui arrivent. » C'était une petite femme aux cheveux argentés, aux yeux noirs et doux. « Je suis heureuse de te revoir, Bernard, disait-elle. Les rats ne peuvent rien contre ça. » Lui approuvait, c'est vrai qu'avec elle, tout paraissait toujours facile. Rieux téléphona cependant au service communal de dératisation dont il connaissait le directeur. Celui-ci avait-il entendu parler de ces rats qui venaient en grand nombre mourir à l'air libre? Mercier, le docteur, en avait entendu parler, et dans son service installé non loin des quais, on en avait découvert une 50aine. Il se demandait cependant si c'était sérieux. Rieux ne pouvait pas en décider, mais il pensait que le service de dératisation devait intervenir. « Oui, dit Mercier, avec un ordre. Si tu crois que ça vaut vraiment la peine, je peux essayer d'obtenir un ordre. »« Ça en vaut toujours la peine, dit Rieux. Sa femme de ménage venait de lui apprendre qu'on avait collecté plusieurs centaines de rats morts dans la grande usine où son mari travaillait. C'est à peu près à cette époque, en tout cas, que nos concitoyens commencèrent à s'inquiéter, car à partir du 18, les usines et les entrepôts dégorgèrent en effet des centaines de cadavres de rats. Dans quelques cas, on fut obligé d'achever les bêtes, dont l'agonie était trop longue. Mais depuis les quartiers extérieurs jusqu'au centre de la ville, partout où le docteur Rieux venait à passer, partout où nos concitoyens se rassemblaient, les rats attendaient en tas, dans les poubelles ou en longue file dans les ruisseaux. La presse du soir s'empara de l'affaire dès ce jour-là, et demanda si la municipalité, oui ou non, se proposait d'agir, et quelles mesures d'urgence elle avait envisagées pour garantir ses administrés de cette invasion répugnante. La municipalité ne s'était rien proposé, et n'avait rien envisagé du tout, mais commença par se réunir en conseil pour délibérer. L'ordre fut donné au service de dératisation de collecter les rats morts, tous les matins, à l'aube. La collecte finie, 2 voitures du service devaient porter les bêtes à l'usine d'incinération des ordures, afin de les brûler. Mais dans les jours qui suivirent, la situation s'aggrava. Le nombre de rongeurs ramassés allait croissant, et la récolte était tous les matins plus abondante. Dès le 4e jour, les rats commencèrent à sortir pour mourir en groupe. Des réduits, des sous-sols, des caves, des égouts. Ils montaient en longue file, titubant pour venir vaciller à la lumière, tourner sur eux-mêmes et mourir auprès des humains. La nuit, dans les couloirs ou les ruelles, on entendait distinctement leurs petits cris d'agonie. Le matin, dans les faubourgs, on les trouvait étalés à même le ruisseau, une petite fleur de sang sur le museau pointu. Les uns gonflés putrides, les autres raidis, et les moustaches encore dressées. Dans la ville même, on les rencontrait par petits tas, sur les paliers ou dans les cours. Ils venaient aussi mourir isolément dans les halls administratifs, dans les préaux d'école, à la terrasse des cafés quelquefois. Nos concitoyens stupéfaits les découvraient aux endroits les plus fréquentés de la ville. La place d'Armes, les boulevards, la promenade du front de mer, de loin en loin étaient souillés. Nettoyée à l'aube de ces bêtes mortes, la ville les retrouvait peu à peu de plus en plus nombreuses pendant la journée. Sur les trottoirs, il arrivait aussi, à plus d'un promeneur nocturne, de sentir sous son pied la masse élastique d'un cadavre encore frais. On eût dit que la terre même où étaient plantées nos maisons se purgeait de son chargement d'humeur, qu'elle laissait monter à la surface des furoncles et des sanis qui, jusqu'ici, la travaillaient intérieurement. Qu'on envisage seulement la stupéfaction de notre petite ville si tranquille jusque-là, et bouleversée en quelques jours comme un homme bien portant, dont le sang épais se mettrait tout à coup en révolution. Les choses allèrent si loin que l'agence Ransdok annonça, dans son émission radiophonique d'information gratuite, 6231 rats collectés et brûlés dans la seule journée du 25. Ce chiffre, qui donnait un sens clair au spectacle quotidien que la ville avait sous les yeux, accrut le désarroi. Jusqu'alors, on s'était seulement plaint d'un accident un peu répugnant. On s'apercevait maintenant que ce phénomène dont on ne pouvait encore ni préciser l'ampleur, ni déceler l'origine, avait quelque chose de menaçant. Seul le vieil espagnol asthmatique continuait de se frotter les mains et répétait « Ils sortent, ils sortent », avec une joie sénile. Le 28 avril, cependant, Ransdok annonçait une collecte de 8000 rats environ, et l'anxiété était à son comble dans la ville. On demandait des mesures radicales, on accusait les autorités, et certains qui avaient des maisons au bord de la mer parlaient déjà de s'y retirer.
Mais le lendemain, l'agence annonça que le phénomène avait cessé brutalement et que le service de dératisation n'avait collecté qu'une quantité négligeable de rats morts. La ville respira. C'est pourtant le même jour à midi que le docteur Rieux, arrêtant sa voiture devant son immeuble, aperçut au bout de la rue le concierge qui avançait péniblement, la tête penchée, bras et jambes écartés, dans une attitude de pantin. Le vieil homme tenait le bras d'un prêtre que le docteur reconnut. C'était le prêtre Panelot, un jésuite érudit et militant qu'il avait rencontré quelquefois et qui était très estimé dans notre ville, même parmi ceux qui sont indifférents en matière de religion. Il les attendit. Le vieux Michel avait les yeux brillants et la respiration sifflante. Il ne s'était pas senti très bien et avait voulu prendre l'air, mais les douleurs vives au cou, aux aisselles et aux haines l'avaient forcé à revenir et à demander de l'aide au père Panelot. « Ce sont des grosseurs, dit-il, j'ai dû faire un effort. » Le bras hors de la portière, le docteur promena son doigt à la base du cou que Michel lui tendait. Une sorte de nœud de bois s'y était formé. « Couchez-vous, prenez votre température, je viendrai vous voir cet après-midi. » Le concierge parti, Rieux demanda au père Panelot ce qu'il pensait de cette histoire de rat. « Oh, dit le père, ce doit être une épidémie. » Et ses yeux sourirent derrière ses lunettes rondes. Après le déjeuner, Rieux relisait le télégramme de la maison de santé qui lui annonçait l'arrivée de sa femme, quand le téléphone se fit entendre. C'était un de ses anciens clients, employé de mairie, qui l'appelait. Il avait longtemps souffert d'un rétrécissement de l'aorte et, comme il était pauvre, Rieux l'avait soigné gratuitement. « Oui, disait-il, vous vous souvenez de moi, mais il s'agit d'un autre. Venez vite, il est arrivé quelque chose chez mon voisin. » Sa voix s'essoufflait. Rieux pensa au concierge et décida qu'il le verrait ensuite. Quelques minutes plus tard, il franchissait la porte d'une maison basse de la rue de Fédherbe, dans un quartier extérieur. Au milieu de l'escalier frais et puant, il rencontra Joseph Grand, l'employé qui descendait à sa rencontre. C'était un homme d'une 50aine d'années à la moustache jaune, longue et voûtée, les épaules étroites et les membres maigres. « Cela va mieux, dit-il en arrivant vers Rieux, mais j'ai cru qu'il y passait. » Il se mouchait. Au deuxième et dernier étage, sur la porte de gauche, Rieux lut, tracé à la craie rouge, « Entrée, je suis pendu. »